Pour nous mouvoir, nous mammifères possédons des muscles qui agissent sur un squelette interne articulé. Les céphalopodes, eux, ne possèdent pas de squelette, et quasiment que des muscles. Dans cette première partie de vidéo, nous allons voir comment les céphalopodes s'y prennent pour se mouvoir. Les céphalopodes possèdent ce que l'on appelle vulgairement un squelette de muscles. Les muscles des céphalopodes s'articulent les uns sur les autres. Par exemple, pour les bras et les tentacules, les muscles s'organisent en muscles longitudinaux, qui sont des muscles qui parcourent le long du membre, et en muscles en forme d'anneau, qui entourent les muscles longitudinaux. Pour allonger un membre, les muscles en forme d'anneau se contractent pour exercer une pression sur le muscle longitudinal, ce qui a pour effet d'étendre le muscle longitudinal, comme lorsque l'on tire la langue ou lorsque l'on serre de la pâte dans ses mains et qu'elle ressort aux extrémités. Pour qu'un membre puisse se courber dans une direction ou dans une autre, le muscle longitudinal est capable de se contracter plus d'un côté ou plus de l'autre. Des muscles du même type sont présents dans le manteau des coléoïdés, ce qui leur permet de faire ce que l'on appelle de la nage à réaction. Lorsque les muscles du manteau sont dilatés, l'eau pénètre dans la cavité paléale, par des fentes situées tout le long de la section entre le manteau et la tête du céphalopode. Par la même occasion, cette eau alimente en oxygène les branchies situées dans la cavité paléale. Lorsque les muscles du manteau se contractent, une petite cloison se ferme au niveau des fentes où a pénétré l'eau. L'eau ressortira par le siphon à une plus grande vitesse, étant donné la taille réduite du siphon. Lorsque le céphalopode fera de nouveau pénétrer de l'eau dans sa cavité paléale, une petite membrane empêchera l'eau de rentrer dans le siphon. Grâce à cette circulation de l'eau, le céphalopode peut se propulser à une vitesse plus ou moins grande dans l'eau. Cette propulsion sera accompagnée par les mouvements de nageoires que possèdent certains décapodiformes ou quelques rares octopodiformes. On observe chez les décapodiformes qu'après avoir battu des nageoires pour accompagner la propulsion d'eau par le siphon, les nageoires de ce dernier deviennent raides et immobiles pour stabiliser la trajectoire de l'animal, comme un oiseau planant après avoir battu des ailes. Les céphalopodes dépourvus de nageoires, comme les poulpes récifaux, changent la forme de leur corps pour que ce dernier soit plus hydrodynamique et ainsi se déplacer plus rapidement dans l'eau. Les céphalopodes à coquilles, comme les nautilidés, ne peuvent pas contracter leur manteau, alors ils exercent une pression et une décompression sur leur cavité paléale en rétractant leur tête à l'intérieur de leur coquille. C'est de cette manière qu'ils peuvent faire circuler l'eau à l'intérieur de leur cavité paléale et ainsi pratiquer la nage à réaction. On suppose que les ammonoïdés comme les baculides s'y prenaient de la même manière car ils ont eux aussi une coquille externe. Chez cette lignée, la nage à réaction n'est pas très rapide et ce sont globalement des céphalopodes lents. Ce handicap ancestral lié à la coquille externe a été corrigé par une certaine lignée de coléoïdés désirant aller plus vite. Le genre Megateuthis fait partie de cette lignée. Il possède une membrane entourant la coquille contenant les organes. Cela a permis aux membres de cette lignée de développer des nageoires pour se déplacer plus rapidement. Intéressons-nous maintenant au système circulatoire et respiratoire des céphalopodes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les céphalopodes respirent en remplissant leur cavité paléale d'eau. À cet endroit se trouvent des branchies qui vont assurer les échanges gazeux O2 et CO2 à travers la membrane des capillaires des branchies. La plupart des céphalopodes possèdent une paire de branchies, mais certains céphalopodes, comme les ammonoïdés, en possèdent plus d'une paire. Les céphalopodes, contrairement à la plupart des mollusques, possèdent un circuit sanguin fermé, c'est-à-dire que la circulation sanguine s'effectue à l'intérieur de veines et d'artères. Chez les céphalopodes, le sang contient de l'hémocyanine. C'est une molécule à base de cuivre qui permet au sang de pouvoir transporter le dioxygène et le dioxyde de carbone. Elle donne une couleur bleue au sang des céphalopodes, comme chez les arthropodes. Le sang des vertébrés est rouge car il contient de l'hémoglobine, qui est une molécule à base de fer. Les branchies des céphalopodes sont constituées de 2 veines branchiales, reliées par de minuscules capillaires sanguins. L'oxygène pénètre à l'intérieur de ces capillaires pour rejoindre la circulation sanguine. Le sang oxygéné, bleu foncé sur le schéma, rejoint le cœur systémique, qui grâce à des battements, propulse le sang dans toutes les artères et veines du corps pour alimenter les cellules en dioxygène O2. Les cellules rejettent du dioxyde de carbone, CO2, qui se retrouve dans le sang et doit être rejeté. Le sang désoxygéné et chargé en dioxyde de carbone parcourt le corps via un autre circuit sanguin, qui rejoint les 2 cœurs branchiales, qui propulse le sang désoxygéné dans les branchies pour être rejeté dans l'eau et remplacé par du dioxygène. Le circuit sanguin
contient des appendices néphridiens situés sur la veine cave. Ces appendices jouent le même rôle que les reins chez les vertébrés. Ils permettent de nettoyer le sang et les excrétions sanguines sont évacuées dans la cavité palléale pour être rejetées à l'extérieur de l'organisme. La circulation sanguine permet aussi de conduire les nutriments issus de la digestion des aliments vers les cellules qui en ont besoin. On remarque que chez les vampyromorphes, les branchies sont très volumineuses pour capter le maximum d'oxygène dans l'eau des abysses, qui est plus faiblement oxygénée que l'eau de la surface. Pour cette vidéo, ma principale source a été le magnifique livre Poulpe sèche et calamar de Roger Hanlon, Mike Vecchione et Louise Alcock, aux éditions Ulmer. Dans la prochaine vidéo, on parlera de la communication entre les céphalopodes et de leur système nerveux. Les illustrations de cette vidéo ont été réalisées par moi et si vous voulez en voir plus, vous pouvez vous rendre sur mon compte Instagram PaléoVenator. A bientôt.